Alors, écoutez, je dois d'abord préciser que je ne suis pas islamologue. Je ne parle pas arabe. Je suis politiste et je suis spécialiste des conflits armés en Afrique. J'ai vécu plusieurs années au Nigeria, au Kenya, un petit peu en Afrique du Sud. Donc au départ, je suis plutôt sur l'Afrique anglophone. D'abord, je vois pas très bien comment je pourrais travailler sur des sociétés musulmanes en Afrique subsaharienne, notamment au Sahel ou dans la Corne de l'Afrique, si j'avais pas un minimum de connaissances sur l'islam. Et quelque part, ce livre est un peu l'aboutissement des réflexions d'un politiste qui, travaillant sur des faits sociaux, des faits politiques dans cette région du monde, a été de toute façon obligé, contraint d'en savoir plus sur une culture islamique qui allait effectivement structurer aussi les débats dans beaucoup de pays africains, majoritairement musulmans. Alors ça, c'est un peu, disons, la réponse courte. La réponse longue, c'est que très vite, travaillant sur les conflits armés, j'ai été amené à rencontrer, aux rencontres de diverses religions, pas seulement l'islam. Par exemple, quand j'étais en poste à Nairobi, j'ai aussi travaillé sur le mouvement du Saint-Esprit qui a donné lieu ensuite à l'armée de résistance du Seigneur, qui veut une application intégrale des 10 commandements de Moïse. Et j'ai notamment interviewé une prophète autoproclamée qui se dit chrétienne, qui était Alice Lakwena. Donc en fait, là, on est face à des mouvements de résistance armée qui disent agir au nom du religieux. Et ce groupe, en l'occurrence, avait failli même faire tomber le gouvernement dans la capitale de l'Ouganda en 1986. Et donc, travaillant au départ sur cette région du monde, plutôt en Afrique de l'Est, j'ai assez vite été amené à rencontrer des clercs islamiques ou des grandes figures de l'islamisme au Soudan et en Somalie. Alors au Soudan, par exemple, j'ai mené un entretien qui a été publié au siècle dernier dans la revue Politique Internationale avec Hassan El-Tourabi, qui était l'éminence grise de la junte militaire de Bachir, qui est tombée là il y a quelques années au Soudan. Je dirais même plus qu'une éminence grise, c'est vite devenu un peu aussi l'âme damnée du régime, puisqu'ils se sont brouillés à la fin des années 90 et que Hassan El-Tourabi, à l'époque, s'était retrouvé en prison. Hassan El-Tourabi était la personne qui avait accueilli Oussama Ben Laden au Soudan, qui avait eu des velléités d'ailleurs peu réussi de monter des internationales islamistes très, très offensives depuis le Soudan. Donc c'était quelqu'un de tout à fait passionnant à interviewer. Donc c'était une de mes premières grandes rencontres marquantes avec des gens qui veulent effectivement accompagner le réveil de l'islam, du religieux, mais également l'inscrire plus fortement dans l'organisation des sociétés et du politique. Mais en Somalie, j'ai également été amené, je travaillais beaucoup sur les camps de déplacés à Mogadiscio, et donc j'ai aussi été amené à mener des entretiens avec plutôt des clercs soufis cette fois-ci, qui étaient des gens qui organisaient à la fois la protection spirituelle, mais aussi la défense physique des déplacés dans les camps avec des milices, pas forcément celles qui allaient ensuite devenir les Shebab, aujourd'hui considérés comme un groupe de djihadistes, mais qui en tout cas utilisaient le religieux aussi pour tenir un discours au milieu de la guerre civile, pour dire que finalement l'islam était la seule culture capable, la seule, comment dirais-je, le seul corpus capable de réunifier les différents clans somalis autour d'une idée nationale, finalement. Il y avait comme ça cette espèce d'amalgame qui était fait entre islam et nation en Somalie, avec un discours qui était aussi de sanctionner quelque part les Somaliens comme étant responsables de leurs maux parce qu'ils étaient des mauvais croyants. Il y avait aussi ce discours-là qui était fort et qui portait l'islam comme étant la solution. Et ça, c'était pas uniquement donc la solution pour aller vers la paix, pour défendre les vulnérables dans les camps de déplacés à Mogadiscio, pour expliquer aussi pourquoi Dieu punissait les Somaliens en leur imposant cette guerre civile dont ils étaient d'abord responsables. Et ça, c'était pas un discours qui était porté par ceux qu'on appelle les salafistes. C'était plutôt des clercs soufis traditionnels qui considéraient aussi que l'islam était une solution politique pour permettre à la Somalie de sortir par le haut de la crise. D'abord, il y a toujours un peu une ambiguïté sur le mot Afrique en France. C'est assez étonnant. On pense en fait Afrique subsaharienne, Afrique noire quand on utilise le terme. Sur le plan géographique, voilà, ça inclut le Maghreb et le Machrek qui font partie prenante de l'Afrique. Donc le livre ne s'arrête pas à l'Afrique subsaharienne, mais il est vrai qu'il y a déjà eu beaucoup d'études sur les islams au Maghreb ou au Machrek. Donc c'est quand même un livre qui effectivement est plus centré pour
combler des trous de la connaissance et qui donc effectivement est plus centré quand même sur l'Afrique subsaharienne et notamment l'Afrique de l'Ouest qui est sur le plan démographique avec un pays comme le Nigeria qui est en train de devenir le troisième pays le plus peuplé du monde, compte énormément, hein. Ça c'est aussi un des points importants du livre, de souligner que le fait démographique, la poussée démographique de l'Afrique subsaharienne fait que de toute façon, dans les décennies à venir, les musulmans d'Afrique vont avoir une importance beaucoup plus marquée, hein, dans les mondes musulmans en général, hein, à l'échelle de la planète. Et ça, c'est encore trop souvent en fait ignoré avec cette idée d'un islam noir qui serait très particulier, très périphérique finalement, et très dépendant des influences arabes. C'est-à-dire qu'on a du mal à concevoir, j'ai un peu envie de parler des islams d'Afrique, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de pluralisme, hein, de pensée, de courants au sein des islams africains. Et on a du mal à les penser comme étant capables à la fois de produire leur propre théologie, leur propre exégèse des textes sacrés de l'islam, et aussi de voir que les islams africains, là entendus comme subsahariens, vont aussi avoir une influence sur les pratiques et sur la pensée islamique dans le monde arabe. Ça, c'est souvent peu connu. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'idée que, voilà, en Afrique subsaharienne, l'islam est une religion importée, c'est une communauté musulmane un peu périphérique, c'est pas elle qui est la grande productrice des réflexions sur le rapport de l'islam au monde contemporain, à la modernité, à l'État, aux politiques et à la violence. Et du coup, on gomme complètement le fait qu'en réalité, il y a non seulement production théologique dans l'Afrique subsaharienne, mais qu'en plus de ça, ces productions, cette circulation des idées, elle revient en retour aussi vers les mondes arabes, vers les mondes musulmans arabes, et ça de deux façons, soit par la migration, car il y a une migration subsaharienne vers les mondes arabes, elle est absolument indéniable, et d'autre part aussi dans la circulation des idées, c'est-à-dire que, alors à la fois sous la forme du maraboutisme, hein, qui peut influencer des pratiques aussi cultuelles au Maghreb, mais également sous la forme de théologiens qui vont avoir par exemple un rôle, et là je cite un de mes collègues comoriens qui travaille beaucoup là-dessus, Ahmed Chanfi, qui a produit des livres vraiment très intéressants sur le sujet, et qui montre par exemple que les premiers enseignants du Dar el-Hadith en Arabie Saoudite seront des Soudanais, des Nigérians, des Éthiopiens, parce que les Saoudiens ont besoin d'enseignants et qu'ils ont besoin de théologiens bien formés, donc ils vont aussi les recruter en Afrique subsaharienne. Et que du coup, ces enseignants-là, à l'Université islamique de Médine, qui est régulièrement présentée comme le phare un peu du salafisme, du wahhabisme dans le monde, eh bien en réalité, les corpus, le cursus d'enseignement de l'Université islamique de Médine va être aussi influencé par ces théologiens africains venant d'Afrique subsaharienne, à tel point que justement ils vont pousser à ce qu'on n'enseigne pas uniquement une interprétation ambalite de l'islam, mais également malikite, puisque les islams notamment en Afrique de l'Ouest sont sunnites, mais surtout de rite malikite. Donc on voit là qu'il y a aussi en retour des influences des islams subsahariens vers les pratiques et vers les cultures islamiques du monde arabe, ce qui est souvent peu connu également. L'idée, parce que c'était quelque chose de très manipulé par le colonisateur qui voulait justement couper le monde musulman noir des influences arabes qui à l'époque étaient vues comme subversives, ce qui est d'ailleurs encore un peu le cas aujourd'hui, mais notamment portées par des idées nationalistes anticoloniales qui risquaient de mal influencer les musulmans africains noirs. Donc il y a eu cette idée portée notamment par des anthropologues du temps de la colonisation qui avaient un islam complètement spécifique et qu'il convenait finalement d'isoler des influences subversives en provenance du monde arabe. Alors évidemment, comme je vous le disais, moi je m'intéresse beaucoup à cette circulation des idées, je considère qu'elle ne se joue pas dans un seul sens, qui serait celui de l'importation vers l'Afrique subsaharienne d'idées islamiques en provenance du monde arabe, que ça se joue aussi en retour dans un monde global, et donc effectivement je ne peux pas me retrouver dans cette vision d'un islam purement endogène. Donc voilà, c'est un peu. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il n'y ait pas de malentendus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des spécificités des islams en Afrique subsaharienne. Bien sûr, il y en a. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi des spécificités de l'islam en Iran, au Tadjikistan, en Indonésie. Donc voilà, les cultures islamiques s'adaptent évidemment aussi à leur environnement régional. C'est bien évidemment le cas aussi en Afrique subsaharienne. En fait,
Le livre porte deux thèses essentielles. Il y en a une qui est sur la... Parce que quand vous parlez de l'islam en Afrique subsaharienne, et c'est un discours qui est porté tant par les décideurs politiques français que par des décideurs politiques africains, il y a deux choses qui viennent immédiatement à l'esprit. C'est la politisation de l'islam, alors qu'il y a toujours eu... l'islam a toujours eu un effet politique très fort. On peut même dire qu'au XIXe siècle, quelque part, l'islam était au pouvoir, puisque dans le califat de Sokoto, c'est l'islam qui gouvernait aussi l'organisation sociale de façon entière, hein, holistique, ou bien aussi avec l'Empire tout couleur d'El Hadj Omar Tall. Donc aujourd'hui, on est quand même dans des situations très différentes, puisqu'entre-temps, il y a eu l'émergence d'États, donc ça a quand même beaucoup reconfiguré la donne sur le rapport de l'islam aux politiques. Et la deuxième thèse que je défends dans ce livre, c'est effectivement la question de la radicalisation de l'islam. L'idée qu'il y aurait aujourd'hui des pratiques qui se pousseraient davantage à la fois imposer l'islam comme modèle unique de l'organisation sociale et de l'organisation du politique, et également qui tendrait vers la violence. Or là-dessus, effectivement, je conteste l'opposition qui est faite entre un islam soufi qui serait prétendument tolérant, plus démocratique, ou en tout cas plus adaptable à des démocraties parlementaires, relativement à un islam salafiste qui, lui, serait d'importation étrangère, d'importation arabe, et qui, disons, se prêterait plus ou faciliterait la dérive vers le terrorisme. C'est comme ça que c'est compris aujourd'hui, avec des amalgames souvent entre salafisme et wahhabisme, etc. Bon. Alors, le premier argument, j'ai trois grands arguments pour contester cette opposition qui est faite entre un mauvais islam qui serait salafiste d'origine étrangère dans les mondes subsahariens et un bon islam qui serait soufi. La première, elle est historique. D'abord, je rappelle que quand même, les grandes épines dorsales théologiques, doctrinales des grands djihad sahéliens du XIXe siècle, elles sont soufis. Ces djihad, qui sont aujourd'hui encensés, hein, ils ont été, les héritiers de ces djihad à la fin du XIXe siècle ont été intégrés dans l'ordre colonial, donc ils étaient soufis, et puis à l'indépendance, c'est devenu un peu l'establishment musulman. Hein. Donc les djihad du XIXe siècle, qui étaient entre nous soit dit porteurs d'atrocités abominables. Hein. Si vous aimez la décapitation, le rapt d'enfants, les mariages forcés, les viols, vous allez adorer les djihad du XIXe siècle, sauf que ces djihad sont devenus des bons djihad. Ils sont intégrés maintenant dans les romans nationaux, par exemple au Nigeria avec le djihad d'Ousmane Dan Fodio, etc., etc., ou bien avec l'épopée d'El Hadj Omar Tall au Sénégal, en Sénégambie et puis en Guinée. Et donc on a là, comme ça, en fait, un peu un oubli, une occultation du fait qu'autrefois, c'est les soufis qui étaient considérés, si je peux utiliser un anachronisme, comme les terroristes, si vous voulez, qui étaient porteurs, en fait, ils s'étaient saisis d'un corpus religieux pour contester les pouvoirs établis. Aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt du côté du salafisme qu'on va se tourner pour se saisir d'une doctrine qui légitimerait l'usage de la violence, y compris le massacre de ses coreligionnaires, ce qui était quand même le cas aussi hein, au XIXe siècle, puisque Ousmane Dan Fodio va massacrer des musulmans qu'il considère comme n'étant pas de bons musulmans, donc ça devrait, au nom du takfir, ça permet de les excommunier en quelque sorte, d'être considéré qu'on est en droit de les éliminer physiquement. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier, historiquement, cette opposition entre un soufisme qui serait pacifique et tolérant et un salafisme qui, lui, serait justement plus porté sur la violence, déjà, elle ne tient pas sur le plan historique. La deuxième chose, très importante, et que peu de gens connaissent, c'est qu'en réalité, cette opposition qui structure la pensée et le regard qu'on porte sur l'islam, soit depuis l'Occident, soit en Afrique même, donc d'une opposition entre salafistes et soufis, en réalité, cette opposition, c'est d'abord un débat qu'il y a dans le monde des décideurs et dans le monde académique. Les rares sondages qu'on a, il y en a très peu, mais les rares sondages qu'on a dans le sud du Mali, dans le nord du Nigeria, je le rappelle, pays le plus peuplé du monde, plus peuplé d'Afrique, hein, donc une grande masse de population musulmane dans le nord, montrent en fait ces sondages que la plupart des musulmans, mais la très très grande majorité, je ne veux pas citer de chiffres, hein, mais c'est bien au-delà de 50%, ne se reconnaissent ni comme soufis, ni comme salafistes. C'est-à-dire quand vous leur demandez en disant voilà, êtes-vous musulman? Oui. Alors êtes-vous soufi ou bien êtes-vous salafiste? Ça ne m'intéresse pas, moi je suis musulman. Donc cette opposition qui est faite entre salafistes et soufis, il y a des soufis en Afrique, hein, il y a des salafistes aussi. Et ils sont en opposition l'un et l'autre. Mais simplement, on va un peu grossir, exagérer démesurément l'importance que peut avoir cette opposition entre soufis et salafistes,
qui est souvent d'ailleurs une opposition entre l'establishment musulman hérité de l'ordre colonial, hein, à l'indépendance, et puis les jeunes imams qui vont contester cet établissement. C'est aussi là que ça se joue. Et en réalité, on en fait beaucoup, alors que, en réalité, l'essentiel des musulmans d'Afrique ne se reconnaissent pas dans ce clivage, dans cette opposition. Et puis le troisième argument que j'invite à la nuance, si vous voulez. Je considère qu'il y a bien autant d'opposition à l'intérieur de la mouvance soufie ou à l'intérieur de la mouvance salafiste en Afrique subsaharienne qu'il n'y en a entre soufis et salafistes. Ça me paraît extrêmement important. C'est-à-dire vous avez des soufis qui sont plutôt porteurs d'un discours violent, qui ont par exemple applaudi au Sénégal les attentats contre Charlie Hebdo. Oui, ça existe, ces soufis-là. Et puis vous avez des soufis quiétistes. Et de la même manière, vous avez des salafistes quiétistes qui sont plutôt, alors ils sont piétistes, ils sont plutôt sur le modèle de l'ermite, quelque part, qui là renvoie au modèle soufi, qui dit on se retire des affaires publiques du monde, on ne veut pas interférer. Nous, ce qui nous importe, c'est le religieux, en premier et de façon complètement prioritaire. Et puis vous avez d'autres salafistes qui, eux, au contraire, considèrent que la religion doit s'insérer dans le jeu politique pour améliorer l'organisation sociale, pour la remoraliser, pour améliorer la gouvernance d'États qui sont faibles, avec des régimes souvent autoritaires et corrompus. Et donc, il y a aussi ce grand paradoxe, qui est que finalement, comme les soufis étaient en quelque sorte, je dirais, c'est peut-être un bien grand mot de dire qu'ils étaient au pouvoir, mais en tout cas, ils étaient quand même l'ossature souvent des organisations fêtières des musulmans, notamment dans l'Afrique sahélienne. Donc, en fait, ils servaient aussi de voix pour légitimer et cautionner les régimes autoritaires au pouvoir, les dictatures au pouvoir. Et les salafistes qui contestaient les pratiques des soufis contestaient aussi leur collusion avec des pouvoirs considérés comme impies et effectivement décriés dans la population comme autoritaires et corrompus. Et donc, on a eu ce grand paradoxe au moment des... Allez, on peut parler des printemps africains, hein, plutôt au tout début des années 90, donc à la fin de la guerre froide, quand il y a des grandes dictatures qui s'effondrent, comme celle de Moussa Traoré au Mali, celle de Siad Barré en Somalie. En réalité, c'est un peu paradoxal, mais les salafistes à l'époque se retrouvent dans le bon côté, du côté des démocrates. Et par exemple au Mali, lors des manifestations étudiantes qui vont entraîner la chute de la dictature Moussa Traoré, qui était soutenue par les clercs soufis du Mali, eh bien les salafistes défilent avec les étudiants, et quand les étudiants tombent sous les balles de l'armée, les salafistes les considèrent comme étant des martyrs de l'islam. Et ils proclament un djihad contre un pouvoir corrompu qui est soutenu, lui, et autoritaire, qui est soutenu, lui, par les soufis. Donc on voit, vous voyez, que suivant les périodes, et c'est vraiment... Ce livre invite à la nuance, si vous voulez. Suivant les périodes, vous avez des moments où, en fait, les salafistes sont dans le camp démocrate. Et puis d'autres, au contraire, ils seront effectivement, comme ce fut aussi le cas au Soudan, du côté des dictatures militaires. Donc il faut vraiment nuancer, et je considère qu'il y a bien autant d'opposition à l'intérieur de la mouvance qui se réclame du soufisme que de la mouvance qui se réclame du salafisme. Et ça me paraît extrêmement important de le garder en tête pour nuancer cette opposition permanente que l'on fait pour comprendre, pour lire l'islam en Afrique subsaharienne, qui serait uniquement compris à travers cette opposition entre soufis et salafistes. Je crois qu'il faut faire attention aussi à toutes les subtilités qu'il y a en jeu. Voilà. Je pense qu'il y a une résonance énorme, d'abord par rapport au discours dominant aujourd'hui sur l'exceptionnalité du terrorisme, hein, puisqu'il y a vraiment un amalgame qui est fait en Afrique, hein, et je parle bien aussi du Maghreb et du Machrek, entre l'idée que le terrorisme, c'est le djihadisme. Hein, c'est vraiment dans les esprits. Et donc de dire que l'utilisation d'un corpus religieux pour légitimer des insurrections, ça serait nouveau. C'est un contresens historique absolu. Mais ce n'est pas d'ailleurs que sur l'islam que ça se joue. Le religieux peut à la fois jouer un rôle positif en proposant des services de médiation pour amener vers la paix, mais peut être aussi utilisé pour justifier, et là c'est très important, justifier non seulement des insurrections, mais aussi des répressions sanglantes. Et c'est là qu'on voit aussi comment le regard sur l'islam est biaisé, puisqu'on ne nous parle que de l'utilisation de l'islam pour justifier des insurrections, mais on ne nous parle pas de l'utilisation de l'islam pour justifier des répressions abominables.
Or, ça a joué aussi un rôle très fort, que soit la dictature Nimiri au Soudan dans les années 70, qui au départ se réclamait du socialisme, et puis comme sa légitimité s'est effritée, il a commencé à vouloir appliquer la charia pour se regagner une nouvelle légitimité, et il a utilisé l'islam pour justifier la pérennisation de son pouvoir, et le fait qu'il réprimait l'opposition dans le sang. Donc ne l'oublions pas, l'islam peut être aussi utilisé pour justifier des répressions et pas seulement des insurrections. Et donc là, l'histoire nous le montre bien. L'histoire des djihad, elle est très ancienne en Afrique, y compris en Afrique subsaharienne. Donc là, il y a tout un chapitre que j'ai intitulé un peu une brève histoire longue du djihad en Afrique, parce qu'il fallait résumer. Vous imaginez aussi le défi pour le chercheur qui est d'essayer de condenser dans un livre pas trop long, il est déjà quand même assez épais, mais d'essayer de condenser des histoires longues, des histoires, des nuances. Enfin, c'est très difficile d'être abrasif pour essayer de fournir un peu une synthèse. Mais il y a un point qui, moi, que j'ai appris en écrivant ce livre, qui m'a beaucoup frappé, c'est non pas la régularité de la fréquence des insurrections portées au nom du Coran. Il n'y a pas de cycle. On ne peut pas dire que ça se produit tous les 15 ans, tous les siècles, ou ça n'existe pas. En revanche, il y a une récurrence dans la séquence de la rébellion. Ça, c'est tout à fait étonnant, qui suit un modèle hégirien, en fait. C'est-à-dire que vous avez un imam, plutôt jeune, qui conteste l'establishment musulman, qui soutient les pouvoirs établis. Et cette contestation l'amène assez vite à être en confrontation avec les pouvoirs qui se réclament aussi de la légitimité de l'islam, et qui vont le bannir. Et alors à ce moment-là, ce jeune imam va se retrouver à monter sa propre cité céleste, si l'on peut dire, dans des lieux un peu reculés. Et là, vous avez plusieurs scénarios qui peuvent se développer. Soit ça s'éteint là, et puis sa rébellion reste en parole, et puis ça ne va pas beaucoup plus loin. Soit effectivement, il agrège des fidèles qui, eux aussi, ont d'une manière ou d'une autre souffert de la répression de pouvoir déclarés comme impies, et qui à ce moment-là vont le rejoindre et vont essayer en fait de monter, de transformer la cité céleste en camp militaire, finalement, pour contester les pouvoirs établis. Et à ce moment-là, de deux choses l'une, soit ils sont défaits, soit ils réussissent. Il y a eu des cas de réussite, comme par exemple Ousmane Dan Fodio avec le califat de Sokoto, mais avec une étrange résonance, parce que l'histoire de Boko Haram, elle démarre un peu aussi comme ça. Des gens qui viennent d'ailleurs plutôt des milieux étudiants sur le campus de l'université de Maïdougouri, qui contestent un gouverneur extrêmement corrompu et autoritaire, et qui vont effectivement monter un camp dans une zone très reculée à la frontière du Niger et du Nigeria. On est vraiment aux abords du désert, enfin on est encore en zone sahélienne de savane, mais enfin c'est quand même très très sec, une zone où il y a peu de passages, et où finalement au début ils veulent reconstruire un peu une cité céleste, et puis finalement ils agrègent aussi les mécontentements autour de ce camp, et ils vont partir à l'assaut de la police. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, et puis finalement la situation va dégénérer. La grosse différence évidemment par rapport à Ousmane Dan Fodio, c'est que les gens de Mohamed Youssouf, qui était le fondateur du groupe, n'a pas pris le pouvoir, et en aucun cas Boko Haram ne pourra jamais prendre le pouvoir au Nigeria. C'est absolument une aberration d'imaginer que ça serait faisable. Mais on voit que le schéma, vous voyez, du bannissement, de l'exil, et puis de la fomentation un peu de ce mécontentement qui utilise finalement la tradition prophétique pour justifier l'insurrection, ça, ce schéma-là, il y a une étonnante régularité dans la séquence, hein, d'une région à l'autre d'Afrique et d'un siècle à l'autre. Ça, c'est assez étonnant, je trouve. Je pense qu'effectivement, c'est d'abord des soubresauts. C'est-à-dire que si vous regardez un peu une histoire longue de l'islam et de son utilisation à des fins révolutionnaires, vous vous rendez compte d'abord que ce qui se passe aujourd'hui, c'est sûrement abominable, il y a beaucoup de souffrance autour de ces conflits, mais d'abord ces conflits n'ont rien à voir, c'est ce qu'on appelle des conflits de basse intensité, hein, en géopolitique ou même en stratégie militaire. Ça n'a rien à voir avec les grandes guerres civiles des années 70 qui étaient beaucoup plus mortifères, ça faut quand même le rappeler, et que même l'emprise territoriale de ces groupes, j'en connais aucun qui soit vraiment capable de gouverner. Les seuls qui ont été proches de la capacité à gouverner, c'était les Chebabs de Somalie, mais ils sont quoi, restés 6 mois au pouvoir, un petit peu plus longtemps dans certaines villes du sud de la Somalie. Mais AQMI n'a pas fait la preuve de sa capacité à gouverner le nord du Mali, ils n'ont pas eu le temps de le faire, et Boko Haram n'a jamais été en capacité de gouverner quoi que ce soit. Donc je fais vraiment la différence entre le fait que ces groupes tiennent parfois des territoires, qui sont souvent des zones reculées, et donc difficiles de toute façon à maîtriser dans des régions aux frontières poreuses, et le fait qu'ils sont en capacité de gouverner, et surtout de s'emparer du pouvoir dans les capitales. Donc
relativement à ce qu'il y a eu dans le passé, où finalement les rébellions portées au nom du Coran pouvaient même arriver à créer des proto-États islamiques avec le califat de Sokoto ou l'Empire tout couleur ou le Massina malien, on est vraiment là à des années-lumière. Donc effectivement, moi je vois plutôt ce qui se passe aujourd'hui comme un des nombreux soubresauts de l'utilisation de la religion musulmane pour justifier des rébellions ou aussi justifier des répressions, parce que les coalitions antiterroristes qui se sont montées pour combattre ces groupes utilisent également l'islam pour justifier ce qui relève parfois de leurs méfaits, parce qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme dans la région, malheureusement, au nom de la lutte contre le terrorisme. Donc voilà, effectivement, sur le temps long, je dirais qu'il s'agit d'un soubresaut, et il ne faut pas forcément en déduire qu'il va y avoir une islamisation politique de l'ensemble de l'Afrique. Je crois que ça nécessite là encore un peu de nuance que j'espère ce livre apporte à sa manière. La grande thèse aussi que je défends en conclusion dans ce livre, c'est de dire, écartons-nous un peu de cette vision focalisée sur la question de la radicalisation de l'islam ou la politisation de l'islam, parce qu'à mon avis, les changements ont lieu ailleurs. Et ils ont notamment lieu à travers l'urbanisation massive de l'Afrique, et de l'Afrique subsaharienne notamment, qui fait qu'évidemment le rapport des musulmans au monde moderne ne se joue pas de la même manière dans ces creusets que sont les grandes agglomérations humaines d'Afrique, où là il y a un melting pot, où il y a aussi beaucoup maintenant de rencontres entre la chrétienté et l'islam. On n'en voit que les aspects négatifs lorsqu'il y a quelquefois des confrontations entre musulmans et chrétiens, ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement minoritaire. Et la plupart du temps, finalement, il peut y avoir des oppositions théologiques, c'est absolument indéniable, mais d'abord on apprend à vivre ensemble dans ces grandes agglomérations. Et à mon avis, les changements sont en train de se jouer là. Ils se jouent peut-être aussi d'ailleurs certains parlent déjà d'une féminisation de l'islam. Le rôle des femmes dans l'islam est aussi en train de changer. Donc il y a en fait des changements beaucoup plus subtils, mais qui nous amènent à nous écarter un peu de cette focalisation excessive sur la question du terrorisme, sur la question de la politisation de l'islam et de la radicalisation de l'islam. Donc c'est un peu ça le discours que porte mon livre, qui donc invite aussi à la nuance dans les regards qu'on porte sur ces questions dans cette région du monde.